Hello les amis, je suis trop content d'être là avec vous pour ce nouvel épisode de S'entreprendre, le podcast pour les entrepreneurs qui ont envie de s'épanouir dans leur vie personnelle et aussi sur le business et qui ont compris que entreprendre, c'est s'entreprendre aussi soi-même, se développer, monter en compétences et s'épanouir. Je suis Alexis Bouvet, CEO et cofondateur de Gross Hiring, une entreprise qui forme les recruteurs à toutes les méthodes commerciales et marketing. Notre volonté, c'est de faire en sorte que le growth hiring soit une nouvelle discipline dans le monde du recrutement et qu'on arrive à faire en sorte d'aider un maximum de recruteurs à matcher avec les bons candidats, faire en sorte de créer des belles opportunités et que tout le monde soit content au final. On arrive au 6e épisode, donc c'est le 6e épisode de ce nouveau podcast. Je suis toujours aussi emballé de faire les épisodes, toujours aussi impatient d'être ce dimanche. À chaque fois, les dimanches, c'est souvent le moment où j'enregistre. Là, c'est fin de journée le dimanche. D'habitude, c'est à ce moment-là et j'aimerais bien commencer à faire le matin, mais j'ai un peu plus de mal. Mais je trouve que c'est bien là. Je suis pas fatigué, donc on va pouvoir passer un bon moment. On est le 12 mai 2024. Il est actuellement 19h45. L'épisode sera sûrement publié à 20h45. Et l'idée aujourd'hui est de vous partager les enseignements de la semaine, enseignements et constats. Je pense que je vais l'appeler comme ça, les constats de la semaine, pro, perso, et tout ce que j'ai pu regarder, contempler et comprendre, analyser. Et finalement, vous partager mon organisation actuelle, comment je m'organise à titre personnel, pour que vous puissiez, soit vous en inspirer, regarder si vous faites la même chose et trouver des idées que vous pouvez implémenter aussi dans votre quotidien. L'idée, c'est pas du tout de faire quelque chose de moralisateur et vous dire il faut faire ça, 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 pas du tout. Il faut tester de manière empirique, faire vos tests et prendre un peu de partout pour au final trouver la bonne recette pour vous. Commençons déjà par les constats de la semaine. Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Semaine assez calme. On est sur une semaine de pont. Donc, en vrai, il y a eu quoi? 2 jours de taf. Après, j'ai un peu taffé, les matinées, mais je suis parti à Prague avec ma famille. Donc, j'ai pas mal bougé, après le triathlon. Donc, triathlon grosse étape. Là, je suis parti à Prague et l'idée, c'était de me ressourcer avec ma famille, ma mère et mon petit frère. Ça fait longtemps que je les avais pas vus. Donc, il y a des moments, voilà, comme ça qu'on prend pour partir, quelque part et passer quelques jours ensemble. Prague, jamais allé. Première fois que j'ai fait cette destination de ma vie, ville charmante. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un beau fleuve, on dirait qu'on est sur les quais de Seine et de manière beaucoup plus propre. On a aussi des endroits un peu plus en hauteur où on peut voir toute la ville, donc c'est magnifique. Il y a des beaux monuments, des belles cathédrales, ça a été créé en 1400, à peu près dans les années 1400 Prague. Donc voilà, une ville avec plein de charme, très intéressante. Mais ce qui nous intéresse, c'est, plutôt, qu'est-ce que je tire de ce voyage-là? C'était un moment de pause, donc j'ai eu du mal à décrocher, parce qu'il m'était un peu imposé. Moi, j'aurais bien aimé, avancer sur mes projets, donc j'ai avancé un peu le matin. Du coup, toute la journée, j'avais un peu la tête pris dans mes idées, donc je notais des choses, mais je me suis rendu compte que voyager, partir à droite à gauche, c'est très bien. Il y a des moments, en fait, où on a un besoin de rester, là où on est. En fait, on a un rythme qui nous est imposé, en fait, lorsqu'on voyage et là, l'idée, le constat que j'ai fait, c'est tout simplement voyager et avoir physiquement, le corps ailleurs, donc dans un autre endroit, ne veut pas dire que tu voyages forcément dans ta tête et tu peux être aussi prisonnier de tes pensées. Donc c'est un peu la conclusion, c'est de se dire, comment je peux faire en sorte d'être beaucoup plus dans le moment présent, éviter d'avoir, les pensées taf, les pensées idées, projets et tout, de manière constante et être beaucoup plus, dans le réel, dans l'instant T. Et je pense que tout ça, parce que du coup j'ai la tête pas mal dans mes affaires, je pense que tout ça est dû au manque de méditation. Je pense que ça doit faire plus d'une semaine que je n'ai pas médité et je pense que c'est exactement ça qu'il me faut. Je m'en suis rendu compte quand? Tout à l'heure, parce que tout à l'heure je suis parti voir, ma grand-mère. Donc je suis allé la voir, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue et je passe beaucoup de temps avec ma grand-mère, j'aime bien la voir. Et quand je suis allé la voir, j'ai lu un livre qui est L'âme du monde numéro 2
Donc, le premier, je viens de le finir. Donc c'est un livre, qui raconte l'histoire de 7 sages qui se retrouvent et qui partagent justement toute leur sagesse. Et donc là, j'ai prévu de faire un épisode, je voulais le faire aujourd'hui, mais finalement je vais le faire la semaine prochaine, qui recoupe tous ces éléments-là et comment on peut l'associer au business. Donc c'est un gros épisode que j'aimerais bien faire, qui est hyper important pour moi parce qu'il me servira de guide de vie pour associer, business et je sais pas comment on va pouvoir, appeler ça, épanouissement, spiritualité. Spiritualité, je trouve ça fait un peu vaudou, un peu gourou, donc j'ai pas trop envie d'utiliser ce terme. Mais business et épanouissement, je sais pas, je trouve un nom et d'avoir une sorte de guide de vie. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait dans le business qui, sont contraires à ce que moi j'aimerais, apporter, au monde ou dans mon quotidien. Et donc c'est de voir justement dans quelle situation, tu ne dois pas céder, je dis n'importe quoi, penser chiffre d'affaires et aller chercher de l'argent. Et ben moi dans mon quotidien, à titre perso, c'est pas un truc que je veux, que ça me drive. Pourtant c'est important pour mon entreprise et pour la société. Donc, à quel moment tu t'autorises à penser ça, à quel moment il faut pas. Donc voilà, c'est un peu tous ces schémas de pensée, toutes ces situations, sur lesquelles j'aimerais mettre l'accent et surtout éclaircir toutes mes idées. Donc c'est le sujet d'un épisode qui arrivera, je pense, la semaine prochaine. Mais je vous disais ça pourquoi? Parce que j'ai commencé à lire le numéro 2, donc j'ai lu le 1 et le 2, je viens de le commencer et ça m'a fait un bien fou. En fait, ça m'a rappelé des trucs, très simples, très basiques, mais qui m'a remis dans le moment présent et en fait, toute cet après-midi, j'ai pas du tout eu une pensée business, où je pensais pas mal au podcast cette semaine et finalement, là, j'ai totalement oublié, tout l'après-midi. En tout cas, je pensais, j'étais vraiment, avec les paroles de ma grand-mère, avec ses et curieux, éveillé et je pense que c'est le mot qui m'a un peu touché, c'est rester éveillé à la vie, garder cet enfant intérieur qui soit surpris, parce que sinon la vie est sans saveur. Donc c'est vraiment ce côté-là que j'ai réanimé cet après-midi. Tout ça pour dire que je pense que la méditation, c'est vraiment un truc clé qu'il faut que je remette en place très vite dans ma routine et je vais le faire dès demain. Je voulais faire tout ça cette semaine et c'est là aussi un constat que j'ai fait, là pendant cette semaine, c'est qu'on m'a imposé un rythme où j'étais en voyage encore, j'étais un peu dans le chaos et le chaos, c'est bien, faut accepter le chaos, je pense que c'est très important, mais il y a un moment où on a besoin de retrouver, cette base solide d'habitude, de rythme de vie, de lieu et c'est un peu cette phrase d'Orelsan qui, le gros hit qu'il avait fait, c'était, hem, comment ça s'appelle? On a beau le faire le tour du monde, mais on est quand même bien quand on est à la maison. Je pense que j'ai un peu déformé le truc, mais la leçon, c'est globalement, c'est très bien de voyager à droite à gauche, mais il y a toujours un moment où on a besoin de revenir sur ces choses essentielles, sur cette base et en fait, ça nous fait du bien et donc là, je suis totalement dans cette phase-là, donc je suis content de pouvoir rester là, je pense que je vais rester au moins un mois à Paris, posé et pouvoir reprendre toutes mes habitudes. J'ai repris aussi le sport. J'avais peur qu'après le triathlon, je fasse une pause. J'avais fait la même, chose du coup, lorsque j'avais fait le semi-marathon. Semi-marathon de Paris, paf, je l'avais couru et au final, j'avais laissé, je pense, des mois et du coup, j'avais pas du tout repris le rythme et j'avais arrêté tout simplement de courir. Donc là, j'avais cette même peur. J'ai commencé à refaire du coup des entraînements 4-5 jours après. Donc c'était il y a 2-3 jours et tout va bien, ça fait plaisir. On arrive à bien courir, à faire du vélo, donc je fais course, vélo et il me manque natation pour avoir refait les 3 sports. Aussi, je me suis inscrit à un nouveau triathlon qui aura lieu en septembre, le 15 septembre à Dinard. Donc on s'est tous inscrits, donc toute l'équipe qui avait fait le triathlon plus d'autres potes. Donc ça allait instantané, je pense qu'on a vraiment trop kiffé le moment et du coup on a voulu, réitérer et ça m'amène à un autre constat qui est qu'en fait, on a souvent un vide qu'on a envie de combler. Je pense que je suis passé vraiment par la phase là, c'est cette semaine, vraiment de blues d'après-sport. Le sport, ça devient vraiment une addiction, une drogue. Ça génère, simplement des effets tout simplement qui vous donnent envie de continuer, une satisfaction qui est énorme et en fait, arrêter de faire du sport, ça réduit cette satisfaction et
je trouve que ça fait perdre du sens à ce qu'on fait au quotidien. Moi, il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour du sport pendant 3 mois et donc là, ne plus avoir rien à faire de challenge d'entraînement, bah, globalement, ça m'a mis dans une période un peu de down et donc ce vide-là, je me rends compte qu'il faut vite le combler ou en tout cas, il y a une réelle envie de le combler rapidement pour réaccrocher un nouveau challenge. Ce qui est bien, je trouve, mais en même temps, faire attention à ne pas courir que après des challenges et des challenges et des challenges parce que on se retrouve vite dans une boucle infernale où on ne peut pas se contenter, se satisfaire juste, bah, de l'entraînement ou du plaisir du sport. Donc voilà, il y a bien ça à avoir en tête et conscience. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Niveau business du coup assez calme. On a fait 2 jours de taf et un peu quelques matinées. On a acté du coup une charte remote, donc ça très important vu qu'on est sur un modèle où tout le monde est en remote et à droite à gauche, donc on travaille avec, plein de freelance et nous-mêmes en tant qu'associés, bah, on passe du temps ensemble du coup à Paris par exemple pendant un mois et après on va passer un mois tous ensemble ou un mois éclaté un peu partout. Là, on a l'été qui arrive, donc globalement, très compliqué de trouver des moments où on va passer du temps ensemble. On a réussi à trouver un créneau en juin, donc ce sera mi-juin. On ira sûrement à Lisbonne. Pourquoi? Parce que Lisbonne, on va sûrement y emménager à partir d'octobre. En tout cas, moi, c'est ma volonté. Mon associé Marilou aussi. Hugo, peut-être qu'il nous rejoindra et qui sera chaud. On n'a pas envie de le forcer et de le mettre à un endroit où il devrait pas être et en même temps, il y a cette question de est-ce que, bah, il faut qu'on soit quand même tous les 3 pour, gérer le business et si oui, c'est-à-dire que, peut-être avec Marilou, on devra sacrifier ce choix-là d'aller à Lisbonne et de rester à Paris, si Hugo, décide de rester à Paris ou on a une dernière option qui est de s'ouvrir, un peu l'esprit et de se demander si on peut créer un business où en fait, il y a 2 associés à Lisbonne et un qui est à Paris et on fait des allers-retours et on crée, bah, en fait, un système qui marche comme ça. Toutes ces réflexions ont mené à un besoin de créer une charte de communication remote pour faire en sorte que même en étant à distance, on puisse bien communiquer parce que souvent quand on est à distance, bah, on se voit pas, après le taf, il y a les moments de pause aussi où on a pas mal d'idées. Globalement, je trouve que ça génère moins d'idées, chacun un peu travaille dans son coin, il y a un manque de communication et d'information aussi sur comment avancent les projets des uns et des autres qui nous concernent évidemment vu que bah, ça permet de faire avancer le projet. Donc, on a instauré des points mensuels sur le market, sur le sales, sur le produit. Donc, c'est un peu les 3 grands pôles qu'on gère chacun d'entre nous. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on le faisait peut-être au compte-gouttes, on s'informait à droite, à gauche de ce qui se passait. Mais là, vu qu'on commence à avoir des équipes et pas mal de monde, bah, les pôles avancent très vite. Et donc, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose. Par contre, les informations ne circulent pas assez vite. Donc on a mis en place vraiment ce monthly sur chacun des pôles pour qu'on puisse informer de ce qu'on a fait en termes de résultats et des projets, comment ils ont pu avancer. On a mis aussi des points board, donc des points récurrents qu'on fait 2 fois par semaine, où on va avoir du coup des points juste un peu plus chill, où on va parler de sujets plutôt de la semaine, voilà, des sujets un peu, urgents, importants, où on a besoin de se synchro et valider entre nous, entre les associés. Le point kick-off, début de semaine avec les OKR, quels sont les objectifs qu'on doit atteindre et dans une dynamique beaucoup, plus intéressante qui va être comment je peux t'aider plutôt que de challenger à fond les indicateurs. Je pense que c'est important de les challenger et d'être exigeant avec nous-mêmes, mais plutôt voilà comment on peut s'entraider vraiment pour atteindre les résultats. On a mis aussi un événement kiff, évidemment, chaque mois. Donc ça, c'est même dans nos OKR, on avait fait des OKR du kiff. Il faudrait qu'on les remette à jour d'ailleurs, j'y pense. Mais c'est des moments qu'on va prendre juste nous, entre associés, pour se faire kiffer, pas forcément parler taf, avoir, je sais pas, un bon resto qu'on se fait, un event, une activité. Voilà, un truc vraiment pour nous. Et aussi, on a un monthly financier, donc faire le point sur le business en termes de, CA, performance commerciale, les coûts, les revenus, les l'EBITDA, voilà, tous les sujets un peu administratifs, financiers. Notre charte, elle est important de respecter du coup ces points-là, qui sont importants pour la communication et la structure à la boîte. Important aussi de bien répondre à toutes les communications sur Slack. Important aussi de prévenir lorsqu'on va partir à droite, à gauche, pour s'assurer que tout le monde
à l'information et pas forcément être d'accord, mais que ça gêne personne. C'est tout bête, mais si par exemple on ne fait pas attention au voyage des uns et des autres, on peut se retrouver, j'imagine, 3 mois, peut-être 6 mois, à ne pas être ensemble tous les 3. Donc en vrai, ce serait trop c'est hyper dommage de pas se synchro et en fait, c'est synchro un peu comme, une famille ou un couple, simplement un couple de 3 personnes où on doit se synchro sur les dates pour essayer de se retrouver tous ensemble à des moments. Donc ça aussi, c'est hyper important parce que de temps en temps, on pouvait se retrouver à prendre des voyages du jour au lendemain et donc c'était un peu dernière minute. Ensuite, je trouve qu'il y a une communication qui était intéressante, c'est un peu ce que j'ai analysé cette semaine, une communication directe et je pense que c'est important d'avoir ce juste, discours et cette juste communication. Je pense à Marilou qui gère toute la partie market et qui est associée avec nous, avec Hugo, Marilou et moi. Petit raclement de gorge et petite gorgée, parce que je commence à avoir déjà besoin d'eau. La gourde est différente. La gourde est différente, c'est une gourde de sport, cette fois-ci, parce que j'ai cassé ma gourde que j'avais de base, qui était en verre. Et du coup, j'ai cette nouvelle gourde. Donc ça ferait peut-être un bruit un peu chelou. Du coup, Marilou, cette semaine, je trouve qu'il y a une communication hyper intéressante parce qu'elle arrive à aller chercher vraiment les des déléguer des tâches et en parler, à tout le monde dans notre channel Slack et réussir à être ultra précis, demander les choses clairement et de savoir exactement le résultat et l'objectif qu'on doit atteindre. Et ça, c'est hyper important parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de communications, en tout cas je le vois autour de moi, les gens vont être peut-être flous, avoir une idée, penser à quelque chose, la mettre, il n'y a pas forcément de suite. Là, on a une communication qui est très claire, très structurée, en disant bah voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il faudrait mettre en place, un tel ou un tel, est-ce que tu peux gérer ça et faire ça? Et l'idée, c'est d'avoir tel résultat. Ça peut paraître très cadré, même quand on le lit, ça peut être quelque chose de très direct, mais je trouve ça très précis et hyper intéressant du coup à cultiver. Et je pense que c'est même dans la communication en général, d'avoir une communication et une parole juste. Souvent quand on va échanger avec les uns ou les autres, si on est trop gentil ou si on a le côté on va vouloir faire, prendre soin de l'autre. De temps en temps, on va pas vouloir bien communiquer ou en tout cas pas dire les choses ou demander les choses de la mauvaise manière et donc je trouve que cette juste parole, trouver le juste milieu entre être, direct, juste et être sympathique dans son discours est hyper important et donc voilà, je voulais souligner ça parce que je trouvais ça hyper intéressant. Dernier truc, dernier constat, en ce moment, on travaille sur le branding avec Gross Hiring donc ça, c'est un vrai sujet. On a créé un branding, de toutes pièces avec Gross Hiring au début, donc un branding qui est assez fort parce qu'il parle de mouvement, de communauté. On a rassemblé des gens, on est une communauté de plus de 4 000 recruteurs, donc c'est quand même, assez, impactant. On fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup d'apéros. Là, on a un apéro notamment qu'on va faire le 23 mai, sur les quais de Seine. Ça touche du monde, donc ça a impacté ça impacte beaucoup de gens et là, on est en train de faire un rebranding, mais c'est pas un rebranding complet, c'est plutôt une amélioration du branding actuel, mais on va quand même changer les couleurs, le logo, la typologie. En fait, c'est vraiment l'image extérieure qu'on va changer et plus on avance dans ce travail-là, donc là, déjà, l'agence avec laquelle on travaille, ça met beaucoup plus de temps que prévu. On a beaucoup d'allers-retours, c'est compliqué de trouver, en fait, un nouveau concept et en fait, je me rends compte qu'on est très attaché à notre marque initiale. Et donc c'est quelque chose qu'on a construit de toutes pièces et lorsqu'on va bousculer ça, on a du mal à lâcher prise et faire rentrer de nouvelles idées et être ouvert d'esprit. Ça, c'est mon premier point et deuxième point, c'est tout ce qu'on va changer va forcément impacter l'image extérieure et la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que cet impact, comme nous on le ressent et en fait on a du mal et on est assez attaché à notre branding actuel, est-ce que ça va être la même chose pour les personnes qui nous connaissent? Et donc j'ai l'impression que c'est compliqué de se défaire d'une image qu'on avait de manière antérieure, donc l'image qu'on a actuellement de nous et de la changer du jour au lendemain. Je prends un exemple, par exemple Benoît Dubos, je ne sais pas si peut-être que vous le suivez si vous êtes dans l'écosystème, start-up, entrepreneuriat et LinkedIn. Mais Benoît, moi je l'avais toujours mon l'image que j'avais de Benoît, c'est vraiment casquette à l'envers,
petites lunettes, peut-être pas de lunettes quand il était en visio, évidemment, mais cette image un peu casquette à l'envers, cheveux un peu longs et cetera. Et là, il communique beaucoup moins avec sa casquette. En tout cas, il a changé vraiment d'image plutôt personnelle, donc à titre perso. Et j'ai l'impression que c'est pas la même personne. En tout cas, je la regarde vraiment différemment et j'ai l'impression que c'est une évolution. Une évolution en bien ou en mal, mais en tout cas, moi, j'étais attaché à cet ancien Benoît Dubos. Et en fait, j'ai du mal maintenant à suivre son contenu juste à cause de ça. Donc c'est tout con, tout bête. C'est vraiment un truc limite physique, mais c'est vraiment quelque chose qui touche les gens. Et du coup, je me demande, ouais, c'est un peu la réflexion, est-ce que ça va faire la même chose avec Gross Herring? Donc ça, on le verra d'ici les prochaines semaines. Donc ça va sûrement sortir dans 3-4 semaines. Passons au sujet du jour. Sujet du jour, c'est mon organisation. J'aimerais vous partager un peu comment je m'organise, que ce soit, pro, perso et cetera. Donc on a parlé pas mal des habitudes. Là, j'aimerais rentrer plus sur, plutôt les rituels, comment je structure, ma pensée, mes objectifs personnels et professionnels directement dans mon cadre plutôt interne et comment je vais optimiser ma productivité. Ça, c'est un truc qui me caractérise beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup ce retour, soit de mes associés, soit d'autres entrepreneurs, que je suis quelqu'un de très organisé et que je suis ultra focus et que j'arrive à bien exécuter. Et c'est drôle parce que dans la vie perso, je suis quand même assez désorganisé. C'est un peu le bordel rapidement autour de moi. Donc ça a une dualité quand même intéressante. Et du coup, j'aimerais vous partager quand même comment moi je m'organise et essayer que vous puissiez vous en inspirer, ou en tout cas trouver les éléments que vous pouvez appliquer chez vous. Première chose, le côté vision. Je pense que soit pour une boîte, c'est évident, il faut une vision. Et en fait, j'ai appliqué ce concept-là à titre personnel et me dire: «C'est quoi ma vision des choses? Comment moi, je m'imagine dans 20-30 ans?» J'ai pas mis de temporalité. C'est un peu un truc intouchable, indéterminé, mais donner une direction, en fait, à ma vie. Donc je vous ai listé j'ai pris mon Notion, donc je note tout sur Notion. C'est vraiment là où j'ai tout et j'ai repris un peu, là, je reprends un peu mes documents vu que je challenge ça chaque année. Donc chaque année, je fais un état des lieux. J'aime bien prendre une journée ou une demi-journée pour reposer ma vision, mes objectifs et les choses que j'ai envie de faire une fois dans ma vie. Donc je vais vous partager un peu tout ça et je vous invite sincèrement à vous poser vraiment ces questions réelles de, c'est quoi ma mission de vie comme on a pu l'expliquer dans les précédents épisodes, mais aussi ma vision, mes objectifs et les choses que j'ai envie de faire. Je vérifie juste que ça recorde bien. Ça recorde bien. Ma vision long terme, donc là, je redécouvre avec vous, hein, donc c'était en janvier que j'avais refait ça. Ma vision long terme, gagner des revenus passifs récurrents. Donc pas avoir à me soucier de l'argent, que ce soit quelque chose qui tombe de manière récurrente et que j'ai pas envie d'aller chercher des millions et des millions et des millions, et juste avoir quelque chose qui tourne, que l'argent soit pas un souci. Ne plus avoir besoin de travailler, donc ça, le sens de ça, c'est que moi j'adore le travail, donc j'adore taffer, mais j'ai plus envie d'avoir quelque chose, le besoin de travailler pour de l'argent. Et que mon travail, que je sois obligé en fait de taffer pour effectivement avoir de l'argent et de pouvoir taffer sur n'importe quel projet comme je veux, quand je veux, juste parce que j'ai cette liberté-là et que j'ai pas le souci en fait d'avoir une monnaie d'échange contre le travail. Aujourd'hui, c'est le cas, donc c'est-à-dire que je travaille pour avoir un salaire, évidemment. Et si demain j'ai envie de travailler en asso, par exemple, ou faire un voyage pendant un an, je peux pas. Concrètement, en tout cas, aujourd'hui, dans ce cas-là, je ne peux pas. J'aurais peut-être des économies, je tiendrais, peut-être un an en vrai, ça se trouve, mais c'est pas ça tourne pas encore, assez comme je le veux pour que, je puisse me dire ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire: si demain, j'ai envie de travailler pour des assos, aider des entrepreneurs, créer une école ou ce genre de trucs à but non lucratif, je pourrais le faire. Avoir une diversification des investissements rentables. Donc c'est-à-dire, cet argent, comment on va réussir à le placer? Le placer du coup, aujourd'hui moi j'ai, tout ce qui va être crypto, j'ai une assurance vie, j'ai un PEA, je vais avoir des investissements aussi dans des boîtes et il manque des investissements immobiliers.
Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de mettre les œufs, pas les yeux, les œufs dans plusieurs paniers pour faire en sorte de diversifier les investissements et s'assurer d'avoir de la rentabilité, en tout cas, ne pas être à risque. Diriger une start-up à succès, profiter à fond avec mes amis et ma famille. Et c'est drôle parce que en revoyant tout ça, je pense qu'il y a une priorisation que j'aurais fait plus. Donc, par exemple, profiter à fond avec mes amis et ma famille, je pense que ça devient beaucoup plus en premier. Voyager partout dans le monde, habiter dans un pays où je me sens bien comme pied à terre. Et donc là, c'est un peu le gros événement qui va arriver, en tout cas, je l'espère, en octobre, où je vais déménager avec ma copine à Lisbonne. On va partir de Paris. On aimerait avoir un pied-à-terre qui soit international, en tout cas à l'étranger, et proche de la mer, en tout cas pas trop loin, pour pouvoir faire du surf. Devenir une bête de surf, donc c'est le point juste après. Créer une école pour former les entrepreneurs, donc ça c'est vraiment une volonté de créer une école de l'entrepreneuriat ou une école de la vie qui permet d'apprendre des choses que nous on n'a pas appris à l'école. Typiquement, apprendre à gérer ses finances personnelles, apprendre la nutrition, les programmes sportifs, ce genre de choses et même l'entrepreneuriat en général. Moi, j'ai pas eu l'occasion, juste après le lycée, d'avoir une école, en tout cas qui me portait sur la partie entrepreneuriat et j'aimerais quelque chose qui sorte du système éducatif qu'on connaît actuellement. Quelque chose un système plutôt privé parce que le public, ça met beaucoup de temps à instaurer de nouvelles choses et d'avoir vraiment une école d'entrepreneuriat privé avec les meilleurs entrepreneurs qu'on pourrait voir sur le marché et qui pourrait du coup former les nouvelles générations. Redistribuer mon argent sur des projets à impact ou donner aux personnes qui en ont besoin. Et finalement, réaliser ma liste des choses à faire une fois dans ma vie. Donc en fait, j'ai fait une liste simplement des choses que j'ai envie de faire une fois dans ma vie. Faire un semi-marathon, manger dans un restaurant étoilé, faire une Spartan Race, saut en parachute, passer à la télé, faire un Vipassana, donc c'est le truc que j'ai fait en Inde, faire un tatouage, faire mon anniversaire dans un château, faire un voyage en solitaire, donc ça c'est tous les trucs que j'ai déjà accomplis. Et les prochains qui arrivent, donc là, celui-là, il faut que je le coche. Donc à chaque fois, j'associe une photo, au point. Donc sur le Notion, voilà, je mets un petit check et puis j'associe une petite photo en guise de rappel. Et le prochain, c'était faire un triathlon. Donc là, je peux le checker maintenant et du coup, ceux d'après pour donner une petite, visibilité, monter l'Everest ou le Kilimandjaro, le mont Fuji ou le mont Blanc. Faire un stage commando, tirer avec un sniper, faire une retraite chaman en Amazonie, faire de la plongée sous-marine, ça j'ai fait, faut que je check. Faire un film. Donc voilà, j'ai listé vraiment tous les trucs que j'ai envie de faire une fois dans ma vie pour me rappeler que, bah, tout ce que je fais au quotidien, je le fais pour les autres, mais aussi je le fais pour moi et pour me faire kiffer et vivre des expériences de ouf. En fait, j'ai beaucoup plus cette culture maintenant de vivre des expériences plutôt qu'aller chercher des biens matériels. Et je me rends compte en lisant justement ou en écoutant beaucoup de choses sur la partie, sagesse, spiritualité. On court beaucoup justement sur des objets matériaux, ou matériaux, je sais même pas comment on dit. Par exemple des chaussures, un nouveau vélo, une nouvelle baraque, une nouvelle maison et cetera et on conditionne notre bonheur. Ça m'est arrivé d'ailleurs à Prague. Je voulais acheter du coup une nouvelle paire de chaussures pour, courir. Je regarde les comparatifs sur internet et je vois la Pegasus 40 Nike qui a l'air incroyable. Je vais en magasin, paf, je la vois, elle est super belle, elle est magnifique. Ils me disent qu'ils ont plus ma taille. Et là, j'étais triste. J'étais ultra triste. Il y avait plein de chaussures de running devant moi, mais je voulais que celle-là. Et j'étais genre étonné carrément de ma réaction en me disant: «Mais là, en fait, tu vas sortir de ce magasin, tu vas être malheureux parce que tu as pas eu ta paire de chaussures». J'ai l'impression de retourner en enfance. Et je me suis rendu compte que là, je conditionnais grave mon bonheur à un bien matériel et j'en avais conscience et ça me rendait quand même triste. Au final, j'ai acheté en ligne et je me suis rendu compte que ça peut arriver à n'importe quel moment, même si tu cultives ça au quotidien, bah, c'est des choses qui te tombent dessus. Donc voilà, je fais attention à vraiment, m'écarter à chaque fois du matériel et donc là, ça a été une preuve, vraiment de faiblesse, de faiblesse complète. Mais donc voilà, vivre des expériences, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour vivre pleinement.
sa vie. En tout cas, moi, c'est ma philosophie de vie là-dessus. Ensuite, j'ai déterminé des objectifs. Donc là, j'ai mis des challenges que je voulais faire, mais là, après, des objectifs sur l'année. Et ce que je vous ai décrit juste avant, la vision, c'était plutôt une direction de où est-ce que je veux aller. Petite gorgée d'eau. Alors, les objectifs. On a 3 grandes catégories. Les objectifs avoir, être et faire. Avoir, donc ça, c'est le côté un peu matériel. Avoir une planche de surf. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment avoir, mais j'attends d'être bien installé au bord de la mer. Ça sert à rien d'avoir une planche à Paris. Avoir un bien immobilier. Donc là, c'est plutôt de l'investissement, investir dans l'immobilier et c'est pas pour y habiter, mais plutôt pour louer. Et vélo de course plus équipement. Donc ça, je peux, le checker. Ça, je vais le faire en live en vrai. Ça va être parfait, ça va être le moment idéal pour mettre à jour tout ça. Et je ne peux pas parce que je suis en partage, donc je le ferai plus tard. OK. Donc vélo de course plus équipement. Et globalement, j'ai que ça, j'avais pas trop d'autres idées de choses. Même ce que j'avais mis avant et que j'avais checké, c'était genre un maillot de bain et une gourde, pour vous dire à quel point, bah, j'ai vraiment pas beaucoup d'idées. Ensuite, faire. Donc faire, c'est le Mont Blanc, Kilimandjaro, le surf camp, un triathlon, donc ça je peux le cocher, un camp militaire et tir au sniper. Bon globalement, je suis un peu en retard sur mon planning. Il me reste, soit le Mont Blanc, soit le Kilimandjaro là que j'aimerais bien faire, mais je pense que ça va être chaud cette année. Et le camp militaire et tir au sniper, alors là, je sais pas du tout quand est-ce que je vais m'infliger, ça. L'idée, c'est de faire un truc un peu à la je sais pas vous si vous voyez Saint-Cyr, où il y a genre 4 jours, tu es avec des militaires dans la forêt. Ils sont là, ils te lèvent à 4 heures du matin, tu es dans une tente, paf, ils te donnent des coups de pied, pour que tu puisses te déterre à aller, je sais pas, faire une mission et cetera. Mais c'est pour vraiment simuler la vie militaire et je pense que c'est un gros regret, moi, que j'ai et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas eu ça. Un service militaire, mais peut-être pas de 6 mois ou 1 an, mais de quelques jours, d'une semaine, peut-être, quelques mois, mais pour t'apprendre vraiment la discipline, en fait, la dureté de la discipline. Moi, il y a quelque chose qui est assez profond au fond de moi, j'aime bien m'infliger des trucs qui sont compliqués à faire pour forger mon esprit et ma détermination et ma discipline. Et donc ça, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, un truc un peu militaire. Après, je sais que devenir militaire, c'est pas ma vocation, mais j'aimerais bien comprendre, voilà, être vraiment dans le bain et voir ce que ça fait. Ensuite, être, donc ça, c'est ce que je veux être sur l'année 2024 et donc ça, je pense qu'on peut, l'alimenter. Être un entrepreneur à succès, être dans le Dhamma. Donc le Dhamma, c'est, ce qu'on m'avait appris justement au Vipassana pendant la retraite méditative. C'est un peu un art de vivre, donc être tourné vers l'autre, donner de l'amour, donner tout court, réduire son ego. Tous ces concepts-là que je partagerai du coup sur un épisode vraiment, dédié à sagesse, business, spiritualité. Ah, business et sagesse. Ah, je trouve voilà, je pense que je l'ai trouvé, ça va s'appeler comme ça. Comment associer business et sagesse. C'est très bien ça, c'est très cool. Être un bon surfeur, donc prendre des belles vagues et kiffer à fond. Être un craquito de la finance et des montages fiscaux. Donc là, on rentre dans les systèmes. Là, on a créé des holdings avec, Gross Hiring qui permettent d'avoir justement, bah, des entreprises pour chaque associé qui puissent faire remonter via des management fees, des salaires, globalement. Parce que si on se verse des salaires en tant que salarié, lorsqu'on est dirigeant, et bah, globalement, on est imposé à peu près à hauteur de 80 charges sociales plus charges patronales. Donc ça fait un sacré paquet d'argent de se dire: «Si je veux me verser 1 000 € net, toucher 1 000 € net, il faut que bah, ça me coûte à la société 1 800 €». Et là, avec le système des holdings, on peut faire remonter l'argent sans que ça coûte rien et après en se reversant en perso, donc en net, on est imposé à peu près à 45 Donc il y a les charges, sociales plus l'impôt sur le revenu. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un peu compliqué, mais globalement pour me verser 1 000 € net, ça coûte à l'entreprise 1 450. Donc on a mis en place ces montages-là, donc je me suis déjà pas mal renseigné là-dessus et je trouve que c'est un bon moyen, bah, de bien maîtriser tes finances et surtout de bien optimiser
parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas forcément avantagé. On a des avantages et il y a des inconvénients et les inconvénients, notamment, c'est sur la partie, rémunération où ça peut faire un peu mal et finalement être un craquito de l'IMO, donc c'est des trucs qui sont pas très mesurables, hein, je me rends compte, mais c'est vraiment pareil, une direction, s'assurer que, je capte bien toute la partie immobilier, trouver mon premier bien. Même là, avec la création des holdings, donc avoir une société qui détient des parts de ta société, ça veut dire que cette holding peut détenir aussi d'autres sociétés et donc j'ai envie de créer une SCPI, une SCI, autant pour moi, qui pourra du coup me faire financer, mon bien immobilier. Donc là, pareil, c'est un nouveau montage, je ne sais pas à quel point je peux le faire dès maintenant et parce que souvent quand on est entrepreneur et qu'on veut acheter un bien immobilier, souvent on va faire du coup le levier du prêt bancaire. En tout cas, c'est recommandé pour pas tout, mettre en apport. En apport, ça veut dire, par exemple, il y a un bien, il coûte 200 000 € et au lieu de mettre 200 000 € de sa poche, donc déjà il faut avoir les 200 000 € et tu mets seulement peut-être 10 000 € en apport, donc tu apportes ça à la banque et la banque te prête le reste, donc les 190 000 €. Donc ça permet d'avoir un effet de levier. Donc la banque te prête de l'argent, après il faut le rembourser au fil des années, peut-être sur 20 ans, sur 30 ans, ça dépend ce que tu négocies avec ta banque et ce qui te finance ton bien. Par contre, pour faire ça, pour que la banque prête à un entrepreneur, il faut minimum 3 ans, de bilan comptable, donc de bilan de ta société. Donc 3 ans, faut les sortir. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 1 année et demie, on va bientôt avoir la deuxième en juin, mais j'aimerais bien le faire dès maintenant et du coup, je ne sais pas si en créant une SCI, ça me permettrait de le faire directement. Donc c'est un peu le point que je vais essayer d'éclaircir. Voilà pour toute la partie stratégie, vision, avoir, être, faire et liste des choses à faire dans sa vie. Je pense que c'est hyper important de se poser là-dessus. Moi, ça me fait un bien fou, ça me permet de garder bien la bonne direction et même là, je me rends compte, qu'il y a des choses à améliorer et ça me rappelle aussi des choses qui sont très importantes pour moi et même des priorisations à faire. Donc je vous invite à faire cet exercice-là. C'est pas obligé, vous vous obligez pas à créer des systèmes qui sont pas les vôtres, mais je sais que moi, ça marche pour moi. Petite gorgée d'eau. Ensuite, j'aimerais vous parler de mon système de productivité. Donc là, moi, pour atteindre tout ça, logiquement, il faut suivre des indicateurs, en tout cas, il faut mettre en place des actions de manière hebdomadaire, quotidienne, journalière, tous les heures, toutes les minutes. Bref, il faut faire plein de trucs et il faut passer à l'action parce que sinon, tout ça, on l'atteint pas, simplement. Donc, il faut mettre en place un système. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un plan de 90 jours. Un plan de 90 jours, ça veut dire qu'on se laisse 3 mois. Donc, en fait, c'est un quarter. Et ces 3 mois, on se donne des objectifs à atteindre. Donc, au début, je le faisais sur un Excel, surtout pour les habitudes. Donc, les habitudes de courir, faire de la méditation, poster sur LinkedIn, etc. Et chaque semaine, j'avais un Excel avec des cases à cocher pour savoir si je l'avais fait ou pas. Ça marchait super bien. Le côté Excel est un peu chronophage, donc il prend du temps, mais ça permet de se poser chaque semaine et de faire un état des lieux. Où est-ce que j'en suis? Je sais qu'il y en a plein qui font ça, Yomi Denzel fait ça. En vrai, je trouve vraiment que c'est un très, très bon moyen d'organiser, sa semaine et de s'assurer qu'on a bien tout fait. Ils le font même de manière journalière, certains entrepreneurs et je trouve ça très, très bien, en tout cas au début. J'avais mis ça en place et moi je me rends compte que pour prendre mes habitudes au début, c'était très bien et là, j'avais besoin de mettre un peu moins de rigidité dans mes process, dans mon système et je devenais en fait esclave de mon système. Donc c'est-à-dire que je ne pensais qu'à ça et du coup, toutes mes actions étaient orientées sur ça, ce qui est très bien parce que ça te permet d'atteindre tes objectifs, mais ce qui enlève ce dont on a parlé au début, l'émerveillement. Ça enlève, selon moi, en tout cas moi, c'est comme ça que ça m'avait impacté, l'ouverture d'esprit à d'autres choses, laisser de la liberté et de la place à la pensée sur d'autres trucs que ces objectifs-là. Et donc j'ai décidé d'arrêter ce système-là, de mettre Way of Life, donc c'est une application qui me permet de cocher,
Ça au lieu d'avoir un Excel et ça je l'ai pas tenu, donc je l'ai arrêté là pendant la période du triathlon, exprès parce que j'avais tout un plan d'entraînement qui était hyper important pour moi et que je voulais suivre et pas le reste. Mais du coup, voilà, l'enseignement de tout ça, je pense, c'est bien de mettre en place des indicateurs, des habitudes à suivre. Par contre, ne tombez pas dans ce piège-là. Faites-le au début. Si ça marche et que vous voulez continuer sur le long terme, faites-le. Si vous sentez que vous rentrez dans un système où vous êtes piégé, faites attention et arrêtez. Organisation de ma to-do list. Je m'organise aujourd'hui avec une to-do list que j'ai sur Notion, que je avec des tâches que j'attribue par OKR. Donc là, je prends le plan de 90 jours que j'ai fait à titre perso. En fait, on a fait le même système sur le business avec Hugo et Marie. Donc c'est-à-dire qu'on a des objectifs à atteindre chaque, 90 jours et du coup chaque mois et qui se découpent à chaque semaine. Donc il faut signer tant de clients, par semaine, réaliser tant de CA par semaine, heu, générer tant de demandes entrantes par semaine. Et donc tout ça, on suit ça chaque semaine. Ces OKR, donc ces grands objectifs qu'on va se fixer, donc moi j'en ai, 4 grandes catégories et ben je vais avoir des tâches sur Notion qui vont être associées à ces catégories-là. Mes tâches sur Notion, je vais les synchroniser, donc ça, j'ai eu vraiment du mal à trouver la bonne solution et je suis trop, trop content parce que ça fait vraiment 6 mois que je cherchais le bon système là-dessus. Je l'ai enfin trouvé. C'est d'avoir Notion comme to-do list. Et en fait, moi, le problème que j'ai, c'est qu'un Notion à suivre tous les matins où tu te dis: «Bah, vas-y, je commence ma journée, j'ouvre mon Notion», ça marche pas du tout pour moi. Il faut absolument que je bloque des créneaux dans mon agenda. Et donc, j'ai réussi à avoir au début, j'ai testé des synchronisations Notion, Google Agenda avec Make, Zapier, avec des outils aussi qui étaient faits exprès pour ça. Impossible, ça marchait pas du tout. En tout cas, c'était pas ce que je voulais. Et il y a Notion Calendar qui est sorti et qui permet de synchroniser du coup sa to-do list Notion et Notion Calendar. Et Notion Calendar est synchronisé avec mon Google Agenda. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Sur Notion, je mets les tâches que j'ai envie de faire dans la semaine. Donc, je mets une deadline, je mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sur Notion Calendar, donc c'est un agenda comme Google. En haut, j'ai toutes mes tâches qui sont assignées pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je peux les glisser sur les créneaux qui m'intéressent dans les journées. Et donc ça a vraiment tout changé parce que, bah, tout peut s'actualiser. Je passe normalement, du coup, je le fais tous les dimanches soirs ou les lundis matins. Maintenant, en ce moment, je le fais pas mal les lundis matins, de planifier toute ma semaine, en tout cas, toutes les grosses tâches qu'il faut que je fasse pendant la semaine. Et donc là, ça me permet très facilement de, fixer les bons créneaux. Pour les tâches personnelles, donc là, je parlais plus, sur la partie pro. Les tâches perso, j'utilise l'outil Todoist. Donc ça me permet de séparer. Au début, j'avais mes tâches perso aussi sur Notion. En fait, mon cerveau, il basculait, il avait du mal à faire le switch et du coup, j'ai tout mis sur l'outil Todoist. Ça me permet de l'avoir aussi sur mon téléphone très facilement, donc c'est une application qu'on retrouve et cette application, là, il faut que je teste l'intégration Todoist et Google Agenda pour avoir du coup le même système que, Notion et Notion, Calendar. Et du coup, ça me permettrait d'avoir justement 2 systèmes différents de gestion de tâches, pro et perso. Et c'est con, souvent on dit que les entrepreneurs, ils ont pas la segmentation pro et perso. Et ben moi, je pense qu'il faut la créer. En tout cas, pour moi, il y a un tout. Évidemment, s'il y a un équilibre, c'est une harmonie. Et selon moi, la gestion de ces tâches de manière différente est hyper importante pour la charge mentale. Moi, ça me fait vraiment un bien fou le week-end d'avoir mes tâches perso sur un autre outil que Notion et qu'en fait mon cerveau ne soit pas dans Notion et il ne voit pas du coup les autres tâches que j'ai à faire à titre pro, mais en tout cas sur la boîte. Et ça me permet vraiment de libérer cette charge mentale-là et d'avoir aussi un outil dès que j'ai une idée où je peux noter les choses et que ce soit pas sur Notion. Parce que Notion sur téléphone est un peu compliqué quand même, je trouve, d'utilisation. Ensuite, si je retourne sur la partie, pro, chose que je fais tous les matins, c'est le brief de 20. En fait, on s'est rendu compte d'un truc avec, Marilou. Je prends une petite gorgée et je reviens. Là, je commence à avoir la gorge
un peu sèche. Pour ceux aussi qui suivent les épisodes, les précédents épisodes, j'étais un peu malade et j'ai encore un fond de maladie, je sais pas pourquoi, mais je crois que ça doit être des allergies, en fait. Donc je vais voir le médecin, cette semaine là, la semaine qui arrive, mais j'ai la gorge en feu. Du coup, j'ai découvert le miel et c'est quand même une recette miracle. Bon là, j'en ai pas pris avant de faire le podcast, erreur fatale. Mais du coup, j'ai besoin d'eau. On s'est rendu compte du coup avec Marilou d'un truc qui est tout con, c'est que elle, dans sa gestion des tâches, elle arrive pas, elle fait le 80% très bien, et elle arrive pas à passer du 80% d'une tâche à 100%, je dis n'importe quoi, faire une landing page. Elle a fait toute la landing, en vrai elle est parfaite, et elle veut toujours suroptimiser, aller dans le détail pour aller chercher un 100% de perfection, et le temps d'aller chercher ça, bah, c'est le même temps qu'elle a fait pour le 80%, et du coup le truc ne sort pas, parce que ça met trop de temps. Donc ça, c'est son problème à elle. Mon problème à moi, c'est que j'ai du mal, moi le 80%, paf, je le fais sortir, ça, il y a pas de problème, mais j'ai du mal à lancer le 20% et à le déléguer. Et du coup, tous les matins, je me prends un temps, donc j'ai appelé ça le brief 20%. Je regarde toute ma to-do list et je regarde les choses que je peux déléguer. Tout ce que je peux déléguer, j'en fais un brief complet, clair sur Notion. J'envoie à la personne qui peut le faire. Et je sais que cette tâche va avancer pendant que moi je travaille sur d'autres trucs dans la journée. Et en fait, ce que je faisais naturellement, moi je travaille sur mes trucs dans la journée, et cette tâche-là, du coup, qui aura pas été traitée, n'aura jamais été avancée, alors que là, j'ai vraiment des personnes qui s'occupent de ces tâches-là. Et ça a vraiment tout changé. Le brief 20% début de journée, c'est incroyable. Si vous commencez à avoir une assistante virtuelle, en vrai, franchement, il y en a qui sont pas chers sur Malte ou Fiverr. Je recommande fortement de faire appel à ce genre de solution, et même au début, de déléguer des trucs, genre vraiment, qu'on pense, pouvoir faire seulement soi, des choses où on se dit: «Bah, en fait, moi, j'irai plus vite que la personne si je délègue». En fait, réfléchir comme ça fait que on est obligé d'être tout le temps dans l'opérationnel et dans l'exécution. Si on arrive à déléguer même des tâches où on pense qu'il y a que nous qui pouvons le faire, en tout cas les tâches importantes, mais pas urgentes et qu'il faut déléguer, bah ça vous permettra d'avoir une personne qui va pouvoir s'entraîner dessus, de confiance, et qui va pouvoir après faire un effet de levier et vous accomplir du coup toutes ces tâches ultra rapidement et ultra facilement. Donc c'est le système qu'on a mis en place. Bah, c'est quand on commence à avoir une équipe et à faire du management et à avoir des gens en fait qui produisent avec nous, et bah, ça marche super bien. Donc je recommande là le brief de 20%, le brief 20%. Enseignement de la semaine, c'est ce que je fais aussi, chaque semaine. Là, je le fais maintenant sur le podcast. Donc c'est les choses que je note, donc les constats, les enseignements que je vois, et pour pas faire les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est une petite habitude que j'ai prise. Aussi, je note tout dans mes notes. Donc ça, c'est vraiment, j'ai testé plein de systèmes pour capter mes idées, Notion, Todoist, et cetera. C'est très bien pour les tâches. Par contre, pour les idées, en fait, j'ai rien trouvé de mieux que, notes dans le téléphone. Même sur les posts LinkedIn, de base, je voulais faire les posts LinkedIn sur Notion. Je fais tout sur mes notes parce qu'il se peut que j'ai une idée, je sais pas, quand je suis dans un avion, quand je suis en train de marcher, je sais pas, quand je vais faire du sport, et en fait, ça me permet vraiment d'ouvrir rapidement, un outil qui est Notes, sur lequel je peux capturer mes idées. Les petits hacks de productivité que j'utilise, je vous partage ces petites astuces. Pareil, n'hésitez pas à tester. N'appliquez pas tout à la lettre, et si ça marche pas, vous dire: «Bah, c'est nul, du coup, j'applique rien». Mais prenez ce qu'il y a de bon à prendre. J'insiste vraiment là-dessus parce que souvent, il y a des discours moralisateurs où on a l'impression que si ça marche pas, globalement, s'il y a un truc qui marche pas, il y a tout qui marche pas et du coup, ça marche pas pour moi. Et il y en a d'autres où, en fait, ils vous imposez, un peu leur système, et moi j'aime pas du tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment s'inspirer de tous les systèmes des uns et des autres, les appliquer et vous faire vos propres convictions et penser par vous-même pour savoir si ça marche pour vous ou pas. Donc les hacks de productivité, moi, que j'utilise sont les suivants. La tâche de 2 minutes. Dès qu'il y a une tâche
que je dois faire, qui me prend vraiment 2 minutes, je sais pas, envoyer un PDF à telle personne, hem, envoyer mon lien Calendly à cette personne. Vraiment, ça me prend 2 minutes. Au lieu de le mettre dans ma to-do list ou dans mon agenda et me dire que je le ferai plus tard, je le fais à l'instant, comme ça je me décharge de cette charge mentale. Donc ça marche super bien et ça vous permet d'éviter d'oublier des tâches. Faire du batching. Le batching, en gros, c'est quoi? Je le fais aussi à titre perso sur, la bouffe. Donc, par exemple, le dimanche soir, je vais commander, hem, donc moi, j'utilise une application qui s'appelle Joe, où je vais commander plein de trucs sur, Carrefour. Par exemple, je vais prendre, 10 menus qui m'intéressent. Donc cette application, en vrai, elle est trop bien. Vous les avez sur votre portable. Ils vous donnent plein de recettes. Vous choisissez les recettes qui vous intéressent. Vous allez commander dans le supermarché le plus proche de chez vous et ça va vous faire directement une liste de courses par rapport au menu que vous avez sélectionné. Donc ça vous envoie et ça vous livre le tout, 1 jour ou 2 jours après. À l'idéal, j'aime bien tout avoir le dimanche. Souvent, je m'y prends trop tard et du coup, ça arrive le lundi ou le mardi. Là, typiquement, c'est le cas. Ça va arriver mardi et ce que j'aime bien faire, du coup, c'est de cuisiner 4-5 plats d'un coup. D'une traite, je cuisine tout ça. Ça me prend beaucoup moins de temps que si je m'y étais mis 5 fois pendant la semaine. Et au moins c'est fait, c'est réglé. Je sais que cuisiner, c'est pas forcément mon fort et je l'accepte totalement. Par contre, j'aime bien manger des produits de qualité et pas forcément manger tout le temps au resto. Donc, faire du batch cooking, ça marche super bien. Donc ça, vous pouvez le faire aussi sur la gestion de vos messageries, par exemple. En vrai, c'est pareil, ça marche super bien. Par exemple, les mails, souvent quand on est entrepreneur, au début, on va vouloir, regarder ses mails tout le temps pour avoir des news et souvent les mails, en plus, ce qui est traître, c'est que ça nous impose une to do qui n'est pas du tout celle qu'on avait faite et prévue à l'initiale et ce qui fait que ça dépriorise des choses ou ça même met en priorité des choses qui sont futiles et qui servent à rien. Donc les emails, moi, je les traite 2 fois dans la journée et même en ce moment, je suis pas bon, je les traite qu'une fois dans la journée et je pense que c'est important de les avoir au moins 2 fois. Une fois le midi et une fois le soir. Ça permet d'avoir toutes les communications du matin qui s'empilent jusqu'à midi. Paf, tu traites tout et le soir, paf, tu traites tout et le lendemain, c'est clean et donc ça permet d'être beaucoup plus efficace que seulement de le faire à des moments de la journée où du coup, ton cerveau, il doit switcher d'une tâche à l'autre. Nettoyer son bureau, hyper important, que ce soit le bureau physique ou le bureau virtuel. Le bureau dans lequel vous travaillez, au quotidien, hyper important qu'il soit clean chaque fois que vous partez. Quand vous revenez, c'est propre, c'est rangé. Souvent, c'est représentatif de, votre organisation dans votre cerveau. Si c'est le bordel sur votre bureau, ça va être le bordel dans votre tête. Moi, c'est un peu comme ça que je l'associe et c'est pareil, je trouve, sur le bureau virtuel. Donc sur un ordinateur, direct, mes fenêtres, elles sont rangées. J'utilise Arc, qui est très simple et très bien pour ça, où j'ai direct mes onglets en favoris. Donc ranger son bureau, c'est hyper important. Eat the frog. Ça, c'est un peu une notion que j'avais lue dans un livre qui s'appelle «Manger la grenouille» ou «Eat the frog» et ça le concept, il est assez simple, c'est de se dire: «Quelle est la tâche essentielle qu'il faut absolument que j'accomplisse pour que ça aille mieux dans mon business?» donc on arrive à atteindre les objectifs et cette tâche, souvent, c'est une tâche qui est dure, qui est vraiment la plus dure à accomplir dans la journée. Si on accomplit les tâches dures à la fin de la journée, en fait, on n'a plus d'énergie, plus assez de cerveau pour y arriver, pour les pour les accomplir. En tout cas, moi, à titre personnel, je sais que je suis plus efficace le matin que le soir et donc je vais mettre les tâches les plus douloureuses, les plus horribles, où je sais pas encore comment il faut que j'arrive à accomplir et ça, souvent, c'est le problème. Moi, je me rends compte sur des projets, on va vouloir accomplir tu vois, par exemple, on doit refaire toutes les vidéos de notre académie. Donc on est une académie où on a plein de vidéos qu'on a tournées pour nos formations. Donc là, on est en train de tout refaire. On va aller dans un studio là dans 2 semaines et donc ce projet-là, il est colossal parce qu'il faut revoir les vidéos, il faut voir ce qu'on doit améliorer, quels sont les slides et cetera et ça, c'est angoissant limite parce qu'on ne sait pas du tout quelles sont les étapes pour y arriver. On a l'objectif, mais on n'a pas l'escalier en gros pour arriver à l'objectif et donc ces gros stages justement du matin, bah, il faut les mettre selon moi le matin pour avoir ce jus de cerveau, pour construire l'escalier et savoir quels sont chaque pilier et chaque étape
palier et chaque étape qu'on va devoir faire pour atteindre l'objectif et avoir un plan bien défini pour l'accomplir. Et souvent, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas de plan bien défini et du coup, on retarde et cetera. Ça on le fait en fin de journée et puis après on le reporte. La tâche la plus compliquée, mange et avale la grenouille dès le matin. Musique en fonction des moments de la journée. Je sais pas si vous écoutez beaucoup de musique pendant que vous taffez. Moi, je trouve que c'est un truc qui me permet de me mettre dans un état de flow, de focus, hyper dense et hyper important. Et du coup, j'ai une playlist pour le matin où je vais avoir du coup, des sons un peu lo-fi et cetera, plus concentration, méditation, ça marche super bien. Et l'après-midi, je sais que je suis en phase de digestion, j'ai trop mangé, souvent quand on mange, du coup, on puise beaucoup d'énergie vu qu'on digère. Du coup, on a moins d'énergie pour le cerveau. Et donc là, à ce moment-là, je vais essayer de mettre des musiques beaucoup plus tech, électro, pour me réveiller et pour motiver mon corps. Pas de notification. J'ai enlevé toutes les notifications que j'ai, que ce soit à titre perso ou pro, ce qui me permet d'être vraiment pleinement dans mes tâches ou dans ce que je fais à l'instant présent. Souvent, il y a ça, je trouve ça horrible, lorsqu'on a un téléphone avec des notifications, on se retrouve à avoir une, communication qui nous arrive, en tout cas une sorte d'appel à l'extérieur de ce qu'on fait, mais de manière permanente et qui n'est pas voulue. C'est comme si une personne, je sais pas, vous êtes en train de, je sais pas, de ranger votre chambre et d'un coup, vous recevez 3 messages. C'est comme s'il y a 3 potes différents qui venaient vous voir et vous déranger pendant que vous êtes en train de faire, ranger votre chambre. Et bah, ça, moi, je trouve ça horrible en termes de concentration et de focus, sachant qu'un cerveau, il a besoin à peu près de 7 à 11 minutes pour se reconcentrer sur une tâche pleinement. Et donc ça, avec toutes les notifications, j'imagine même pas le nombre de minutes seulement où les personnes sont concentrées si elles laissent leurs notifications. Donc moi, j'ai tout enlevé. Insta, Messenger, messages j'ai gardé, parce que message, ça peut être les trucs très importants. Donc j'ai gardé. Slack, je l'ai aussi enlevé, donc c'est le canal de communication en interne. Et par contre, je check dès que j'ai des moments un peu de trou où, j'ai un laps de temps, j'ai fini une tâche plus rapidement que prévu, je vais checker mes communications, Insta, Messenger, WhatsApp et cetera d'une traite. Et encore Messenger, je le fais plutôt, 2 fois dans la journée. Mais comme ça, je check ça d'une traite, de temps en temps et pareil, je suis pas happé par des notifications qui me déconcentrent. Finalement, le dernier hack de productivité que je voulais vous partager, il est très simple. Bien manger, bien dormir et se nourrir. Heu, Bien manger, bien dormir et faire du sport, plutôt ça. Je trouve qu'on le dit pas souvent assez, mais la nutrition, manger équilibré, des légumes, je me suis rendu compte moi que la viande, bah, là j'en mange quand même pas mal vu que je faisais du sport. En fait, il y a vraiment des substituts et à un moment j'étais végétarien pendant un mois. Et c'était très bien, je me sentais vraiment en pleine énergie, en très bonne forme. Donc je pense que je vais essayer de m'y remettre, mais hyper important de bien manger, pas prendre des trucs trop gros, trop gras. Chacun a besoin d'une alimentation différente. Donc faut, voilà, vraiment, tester et appréhender pour voir ce qui marche pour vous. Bien dormir, je sais que moi j'ai besoin de 7 heures et demie de sommeil minimum et je sais que quand j'enchaîne des journées de 6 heures de sommeil pendant, 3, 4, 5 jours, je deviens moins bon sur la prise de décision, je deviens moins lucide, il y a moins de clarté et du coup, c'est mauvais, tout simplement dans le business et finalement, bah, faire du sport, le côté physique vous permet d'être déjà dans un moment présent, enlever de la charge mentale, vous dépenser et aussi avoir des moments où vous réfléchissez moins, qui sont moins du coup à ruminer dans sa tête, dans son cerveau, sur des sujets que vous devez traiter et donc ça vous permet de reprendre de l'énergie mentale. J'espère que toutes ces informations-là auront pu vous aider. Je pense qu'il y a plein de choses que vous connaissez déjà. Il y a plein de choses que j'ai pas citées qui me paraissent évidents. Bah, la loi de Pareto, par exemple, 80-20, faire, le 80 et le 20 bah, le 20 qui génère le 80 de résultats. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas forcément citées, mais qui sont évidentes. Moi, je voulais vraiment vous partager mon système à moi et comment je l'utilise. N'hésitez pas à vous approprier celui qui vous intéresse, bah, les choses qui vous intéressent dans ce que j'ai dit
N'hésitez pas à le partager aussi me partager des hacks que vous avez de productivité ou comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez aussi une stratégie de vie ou non? Ou si c'est des choses que vous voulez mettre en place? J'espère que ce moment avec moi, du coup, dans vos oreilles, vous aura fait kiffer. J'aurais bien aimé kiffer avec vous et échanger avec vous, mais vous pouvez le faire, du coup, sur LinkedIn à fond et on peut pas évidemment vu que c'est un podcast, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le moment et on se dit à très vite. Ciao!